dos, tres, cuatro, clap. On va essayer de centrer tout ça autour de juste l'expression de départ, qui est utopie fasciste et au pluriel. Utopie fasciste au pluriel. En fait, spontanément, utopie fasciste, c'est très bizarre. Pour plusieurs raisons. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le fascisme ne se présente pas du tout comme une utopie, c'est plus un repoussoir d'abord politique, et ensuite c'est associé à une sorte d'agressivité violente qui prend le pouvoir, mais qui ne propose pas une forme idéale ou une structure sociale qui aurait certains critères comme l'utopie. Il n'y a même pas forcément de programme. Et puis quand on étudie les textes de Mussolini, quand on lit La doctrine du fascisme et d'autres textes, on se rend compte que la construction d'une doctrine fasciste cohérente n'est pas là. On a des hypothèses et des idées complètement contradictoires. Mussolini va revendiquer d'être un anarchiste, un apôtre de la religion de l'anarchie, c'est-à-dire refus total de l'État et d'être un hyper-individualiste, au sens où il n'y a que des individus. Puis dans d'autres textes, il va dire il n'y a pas d'individu, il n'y a que l'État total, mu par une volonté totale, et tout est pour l'État, dans l'État et par l'État. Donc, c'est des énoncés qui sont difficilement conciliables. Et donc, si on prend le point de vue du fascisme, on étudie le fascisme du point de vue de ce qu'a écrit Mussolini sur le temps de la formation du fascisme, il y a des contradictions partout. Donc c'est déjà difficile de penser l'utopie à partir de ça. Mais en lisant des textes sur l'histoire du fascisme, sur la naissance du fascisme, Angelo Tasca en particulier, qui au moment où il écrit ce livre, il reste encore lisible parce que c'est un Italien socialiste et il devient communiste à un moment donné, il se fait exclure du Parti communiste. Quand il écrit le livre, c'est dans les années, c'est presque contemporain, c'est en 37, 38. Et donc, il est très proche des événements, il le fait à partir de journal, et il le fait surtout à partir d'écrits des fascistes eux-mêmes. Après, en 39-40, il va travailler pour Vichy, et donc du coup, et faire de la traque anticommuniste. Donc bon, au début, il est antifasciste, et puis bon. Mais il connaît Gramsci, par exemple, des grandes figures du communisme. En étudiant le fascisme, en lisant Angelo Tasca et d'autres, on se rend compte que à l'origine de l'apparition du décorum fasciste, de ce qui inspire Mussolini pour fonder aussi les fascis, les faisceaux. Bonjour. Entrez. Il y a un événement complètement étonnant, presque fou, délirant, rare dans l'histoire des événements militaires, puisque il y a un poète qui s'appelle Gabriele D'Annunzio, qui est un poète plutôt nationaliste, pro-guerre, aviateur, qui mène une troupe de 2000 hommes à la conquête d'une petite ville périphérique de l'Istrie, au fin fond de l'Istrie, à la frontière de la Dalmatie, dans une zone contestée après la Première Guerre mondiale. La ville s'appelle Fiume, et elle est en majorité composée d'Italiens, mais la population n'est pas seulement italienne, il y a des Slovènes, des Croates, des futurs Yougoslaves, etc. Et cette ville, elle est censée revenir à la Yougoslavie selon le plan de Wilson, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le président américain. Et les Italiens sont extrêmement furieux parce qu'ils voudraient la récupérer. Et dans cette espèce de contexte où il y a une tradition nationaliste, où beaucoup de gens sont irrédentistes, c'est-à-dire qui veulent récupérer les territoires qui ont été perdus au cours de la formation de l'Italie en tant qu'État-nation, Gabriele D'Annunzio, sans avoir été forcément l'initiateur de ce projet de conquête de Fiume, devient le chef, le commandante de ce processus. Et donc on se retrouve avec un poète, Gabriele D'Annunzio, un écrivain, un poète, un romancier, qui est aussi un militaire qui a fait des hauts faits et qui s'est illustré dans des tentatives de happening ou de performances guerrières
qui n'avait aucune valeur stratégique ni tactique, mais qui servait simplement à créer sa grandeur, sa grandiosité et sa renommée, dans un contexte où la guerre perd absolument tout sens héroïque, puisque c'est la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des orages d'acier, mais des orages d'acier, des obus qui tombent sur la gueule, des gens qui vivent dans les tranchées. En fait, le seul espace d'héroïsation possible qui reste dans la Première Guerre mondiale, c'est l'aviation, qui est toute naissante, les as de l'air, comme on les appelle à ce moment-là, qui vont donner plein de générations d'écrivains et de héros et d'aventuriers de cette période. On connaît Romain Gary, par exemple, mais aussi des figures un peu plus effrayantes, comme Lindbergh, qui est un des premiers aviateurs à traverser l'océan des États-Unis en Europe, ou plein de choses comme... Enfin, en fait, les figures les plus aventureuses et héroïques qui incarneraient un peu une espèce de fantasme chevaleresque de la guerre se retrouvent pas vraiment dans les tranchées, dans le combat au corps à corps et tout, puisqu'il n'existe quasiment pas. C'est finalement les aviateurs depuis les aviateurs, depuis la figure d'aviateur, qu'on retrouve une espèce de fantasme de la guerre héroïque, romantique, etc. Bon. Donc Gabriele D'Annunzio, un poète aviateur, militaire, va conquérir la cité de Fiume. Conquérir, c'est un grand mot, en fait. On va lui ouvrir les bras, aucune balle de fusil ne sera tirée. Il va partir à 1500, ils vont finir à 50 000, un peu comme dans le Cid. Et donc, du coup, on a là quelque chose qui n'est pas vraiment fasciste à ce moment-là. Il y a des débats sur savoir si D'Annunzio est pré-fasciste, proto-fasciste ou autre. Mais surtout, la conquête de Fiume va entraîner des problèmes géopolitiques, mais aussi des problèmes idéologiques, dont le premier est de savoir qu'est-ce que c'est que le régime qui va s'instaurer pendant 500 jours, pendant 15 mois, entre le 12 septembre 1919 et le 25 décembre 1920, sous le règne du commandante, commediante, c'est-à-dire commandant à la fois commandeur et en même temps espèce d'être farfelu, fantasque, un petit être chauve avec les dents extrêmement noires, borgne parce qu'il a refusé de se soigner un œil puis il l'a perdu, tout petit, toujours extrêmement apprêté, parfumé, qui a une garde-robe gigantesque, qui n'aime plutôt que les femmes, le luxe, qui dit qu'il est un animal de luxe, tandis que si on regarde Mussolini, il est considéré comme un animal, comme un loup, ou un animal de proie. Lui, il se considère comme un animal de luxe. Donc on est dans un rapport très bizarre, extrêmement spectaculaire, représentatif. C'est pour ça que la plupart de ces actes sont des espèces de performances. Et on se retrouve avec ce type, un poète, qui règne pendant 500 jours sur une ville. Et ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, ça a été la matrice imaginaire du fascisme. Pourquoi ? Parce que Mussolini va reprendre un certain nombre d'éléments de l'organisation militaire de Gabriele D'Annunzio, de ses compagnons, des Arditi, c'est-à-dire d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, qui sont les Ardents, c'est-à-dire un groupe qui, comparé aux autres groupes de soldats italiens qui combattaient sur le front, s'est revendiqué lui-même comme étant les plus valeureux, les plus glorieux, espèce de, encore une fois, ce résidu d'héroïsation de la guerre dans un contexte où il n'y a pas d'héroïsation possible de la guerre. Guerre de tranchées, on se fait pipi dessus, il y a des rats partout, il y a des obus qui tombent, il n'y a jamais de corps à corps, parfois même on meurt sans avoir fait aucun geste quelconque de militaire. Et donc avec des Arditi, ces ardents, avec des gens complètement perdus, avec d'anciens prêtres défroqués, avec des idéalistes et surtout un certain nombre de poètes et d'écrivains comme les futuristes, y compris certains dadaïstes qui vont être complètement fascinés par cette épopée, il va y avoir un gouvernement fait de briques et de broc, en partie nationaliste, en partie pré-fasciste, et en partie grâce à des gens comme De Ambris, qui sera en gros le bras droit d'Annunzio à un moment donné de cette épopée, socialiste, anarcho-syndicaliste, et voire communiste. À un moment donné, ce qui sera revendiqué, c'est un communalisme fédéral. Rien à voir avec les fantasmes fascistes de l'État total. Donc en gros, on est dans un contexte trop bizarre, et c'est ça qui me plaît et qui me fascine dans la question de parler d'utopie fasciste.
on ne va pas vraiment parler d'utopie fasciste en soi. Ce dont on essaye de parler, avec des exemples anecdotiques de cet épisode, de ces 500 jours, c'est plus le mystère d'un ensemble contradictoire d'idées qui vont du bolchevisme, parce qu'ils se revendiquaient comme des bolchevistes italiens, alors que bon, c'est au fascisme, en passant par toute une myriade de nuances et surtout de règles qui, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de théoriciens du fascisme, mais pas seulement, annoncent donc les choses les plus réactionnaires, les plus conservatrices et les plus violentes comme des choses émancipatrices, comme mai 68 par exemple. Cette ville va être organisée telle que ce sera à la fois une fête permanente, il y aura une libération sexuelle relative, une homosexualité revendiquée sans problème, sans trop de problèmes. Il y aura des banquets, des festivités quotidiennes, un refus de l'autorité et de la discipline, alors que c'est un espace militarisé, donc c'est paradoxal et difficile. Il y aura une abondance de personnalités étranges, fantasques, comme Guido Keller, aventurier, encore un aviateur, cocaïnomane, qui va faire que tout le monde veut prendre de la cocaïne pendant 500 jours dans ce village. Bon, bref. Donc, il y a à la fois ça, et à la fois des formes militaires plus autoritaires, qui essayent de s'agencer, de se coordonner dans cet ensemble. Et pourquoi alors parler de ça, pour parler de l'utopie ? Parce qu'en fait, ce qu'on a vu hier, mais ce qu'on peut voir tout le temps à chaque fois qu'on parle de l'utopie, c'est que c'est immédiatement l'utopie une dystopie. C'est immédiatement, à chaque fois qu'on parle d'une utopie, on est tous là à se dire, mais en fait, selon le type de jugement ou de regard qu'on porte sur la description utopique, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous angoisse, quelque chose qui nous fait peur. Et on n'arrive pas à avoir un récit utopique sans dire, c'est pas une utopie, c'est une dystopie, c'est une horreur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que c'est parce qu'en fait, on regarde une utopie toujours du point de vue d'être contradictoire, confus, qui sont pris dans des problématiques pragmatiques en tension, et en fait, depuis des réalités, c'est-à-dire pas depuis des modèles, pas depuis des programmes, pas depuis des systèmes d'idées cohérents. Et avec cette prise de fumée, ces 500 jours, qui aboutiront à une constitution bizarre qui ne sera jamais appliquée, la régence du Carnaro. Carnaro, c'est l'endroit depuis lequel régnait D'Annunzio. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler une utopie réelle, c'est-à-dire une confusion réelle, comme si l'utopie, quand on veut la penser réellement, on doit penser plutôt des choses qui sont à la limite de la cohérence de la pensée, c'est-à-dire des espaces contradictoires, ni tout à fait de gauche, ni tout à fait de droite, ni communiste, ni fasciste, mais il y a des mélanges, il y a des espèces d'hybridation. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé en disant entre chien et loup. On est entre chien et loup, on est 500 jours entre chien et loup, et c'est difficile de savoir exactement où on est. Et puisqu'on ne peut pas le nommer, puisqu'on ne peut pas dire exactement où on est, est-ce que c'est du proto-fascisme, est-ce que c'est du communisme, est-ce que c'est un espace libertaire, alors on est peut-être, parce qu'on ne peut pas le nommer, dans une utopie. Au sens où c'est un nulle part, c'est quelque chose qui ne fait pas sens pour nous, comme quelque part, parce que bizarrement, c'est pas identifiable. Vous pensez que toutes les utopies sont de chaos biologique ? Peut-être. C'est une hypothèse. Pas des exemples de... Je dis juste que je veux penser le concept d'utopie à partir de cette expérience-là, confuse, étonnante, mêlée de pulsions qui parfois nous dégoûtent et d'autres qui nous mettent en joie. À un moment donné où la ville, par exemple, va être sous un blocus, et donc alimentairement, il va presque plus rien avoir à manger, mais en parallèle, c'est quand même tous les soirs la fête, où les gens de Fiume invitent les Arditi, les soldats, et puis les... En fait, la question, elle est de... d'ailleurs, on peut commencer déjà à discuter, hein, je ferai de temps en temps des lectures de passages, mais voilà, là il y a une question. Est-ce que les utopies, c'est toujours cette confusion-là moi, je rajouterais quand c'est réel. Moi, je pense que oui. Je pense qu'une utopie qui est... ce qui existe vraiment, c'est pas... des espaces identitaires
c'est facile d'en créer. Il suffit de mettre en œuvre des processus d'exclusion et des processus de cohérence doctrinaux. Donc on peut créer des espaces qui correspondent à un certain nombre de critères et de programmes tels qu'on s'imagine être une utopie, c'est-à-dire un programme de réalisation d'un ensemble d'idées. Et en fait, paradoxalement, ça c'est facile à créer, c'est facile à faire exister. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire exister, c'est l'incohérence. Rendre consistant des incohérences doctrinales et idéologiques dans un même espace, des incohérences de perspective, du brouhaha, ça c'est plus difficile à faire exister. Et c'est pour ça que je dis que c'est probablement ça qui est plus intéressant à penser. Comment on fait pour penser l'utopie d'une manière qui n'est pas liée à un programme de réalisation, mais plutôt à l'idée que c'est la coexistence de contradictions parfois profondes et que ça marche quand même au moins 500 jours. Et bon. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai envie d'essayer de penser. Mais il y a sûrement plein d'objections que vous avez en tête. Le socialisme utopique, c'est au contraire la discipline absolue. Donc vous voyez bien, il y a un truc provoquant à essayer de penser le contraire de l'utopie disciplinaire habituelle, avec ses cadres, son temps. Même le monastère, c'est une sorte d'utopie où il y a la règle, les heures de la journée bien définies. Là, on est dans un drôle de chaos. Il y a des règles, mais à chaque fois qu'il y a des règles, ça fait de la contradiction. Donc la question, c'est même est-ce qu'on peut vraiment parler d'un lieu, tu vois ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de Fiume comme une unité, alors qu'on peut très bien parler d'un monastère comme quelque chose de cohérent, unifié. Donc bon, pour commencer à en parler, peut-être, soit vous avez des questions et on peut commencer ou des suggestions, etc. Soit je vais commencer par présenter le sentiment qu'a pu produire Fiume de l'extérieur. Ouais. J'ai une question. Est-ce que Gabriele D'Alonso avait cette idée de créer un espace, justement, un tiers-lieu, on peut dire, parce que c'est une utopie, ou est-ce qu'il a vu un moment, une sorte d'éclair de génie de ce problème international, personne ne veut cette vie, tout le monde la veut, il se dit, bah j'y vais. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que justement il y est allé, il y est arrivé et c'est ça qui est incroyable? Alors, D'Annunzio, il veut... Bon, D'Annunzio, c'est un personnage fantasque, contradictoire. Il ne veut pas créer une cité. En fait, il n'a même pas l'idée de ce qui va se passer après la conquête de Fiume. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un chaos juste après. Ou que c'est des ordres et qu'il tâtonne. En fait, ce qu'il veut, c'est l'annexion de Fiume à l'Italie. Il veut qu'on reconnaisse la souveraineté de l'État italien qui s'est formé assez récemment sur Fiume, comme beaucoup d'Italiens. Et ça permet aussi de rééquilibrer les affects blessés des Italiens face au fait que même s'ils font partie des gagnants dans la guerre, ils ont, en plus des gagnants tardifs, bon, bref, ils se sont engagés. À la base, ils étaient alliés avec les ennemis, puis ils se sont ralliés avec les alliés et tout ça. Même s'ils n'ont plus d'argent, que c'est la crise économique, qu'il y a très peu d'approvisionnement en Italie, il n'y a plus de nourriture, bref, ils ont faim, ils veulent avoir au moins quelque chose d'enthousiasmant d'un point de vue nationaliste pour pouvoir tenir. Et donc, ils veulent Fiume. Et ça fait partie des enjeux géopolitiques, des négociations. Or, il se trouve que le président du Conseil, à ce moment-là, Nitti, est assez faible. N'arrive ni à obtenir Fiume, ni à obtenir des avantages particuliers de type économique. Bref, en fait, il doit se plier au programme de Wilson pour pouvoir avoir de l'argent pour la reconstruction. Et en même temps, dans le programme de Wilson, Fiume, ça doit partir plutôt vers la Yougoslavie et pas vers l'Italie, qui est en train d'être créée. Donc, à la question d'Annunzio, qu'est-ce qu'il voulait lui ? L'annexion de Fiume à l'Italie. Et il trouve que les gens sont paresseux, qu'ils font rien, et lui, ça a toujours été l'action. Voilà. C'est un goethéen, un faustien, im Anfang war die Tat, au commencement, et l'action. Et après, on en déduit tout ce que vous voulez, mais d'abord l'action. Ce qui fait qu'en un sens, il est très proche du fascisme. Voilà. Peut-être que
vu que je dis ça maintenant, je vais peut-être citer quelques extraits des textes de Mussolini pour montrer que le fascisme ne se définit pas trop comme une cohérence doctrinale au départ, mais plutôt comme un opportunisme théorique. Voilà. Par exemple, Mussolini, au tout début, quand il essaye de conquérir l'État, il produit des formules toujours ambiguës, ambivalentes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, anarchistes, alors qu'en fait, il veut le pouvoir d'État et créer un État total. Il dirige sa campagne politique contre l'État, tout en fait, voulant conquérir le pouvoir. Ça qui fait que, doctrinalement, c'est pas important. Et il va dire de manière explicite qu'au fond, le fascisme, voilà, c'est un opportunisme qui se débarrasse de tout intellectualisme, de toutes idées. Angelo Tasca va dire « il n'utilise les idées que pour se débarrasser des idées ». Et alors c'est très intéressant parce qu'en fait, il va piller des lectures de première ou de deuxième ou de troisième main d'intellectuels comme Nietzsche. Il va prendre le concept de volonté de puissance, l'idée d'une volonté d'action première. Il va prendre les concepts un peu mystiques et ésotériques de Bergson, qui relèvent de la question de l'intuition, une sorte de l'intuition de la durée et du mouvement. Il va reprendre des problématiques de l'ordre du mythe chez Sorel. Et oui. Vous avez un type qui s'appelle Sorel et qui est à la base une sorte de socialiste et qui devient fasciste au fur et à mesure qu'il passe de l'idée de la question de la grève à la question du mythe. Et d'ailleurs, il va beaucoup inspirer les fascistes italiens. Sorel, donc la question du mythe. Et surtout, ce qui l'intéresse le plus, c'est le pragmatisme et bizarrement le relativisme einsteinien. Oui, parce qu'en fait, le relativisme des chronotopes, de l'espace-temps, le fait qu'il y a une relativité entre des espaces de vitesse et d'un côté des vitesses, des endroits où certaines vitesses changent la texture du temps et de l'espace même, et d'autres endroits. Bref, qu'il y a une hétérogénéité des espaces-temps, c'est vachement utile pour un fasciste, parce qu'en fait, ça veut dire que chaque action, chaque type de vitesse, chaque type d'engagement crée son topos, quoi. Et donc, il brasse tout ça dans une espèce de relativisme opportuniste qui se veut pragmatique. Et il s'autonome lui-même un pragmatique, non pas un idéaliste, et un réalisateur. Quelqu'un qui réalise des choses. Là, il y a une phrase de Mussolini. Non, ça c'est Angelo Tasca. Les fascistes ne sont ni républicains, ni monarchistes, ni catholiques, ni anticatholiques, ni socialistes, ni antisocialistes, ni de droite, ni de gauche. Ils sont des problémistes et des réalisateurs. C'est intéressant de voir que la manière dont les fascistes et Mussolini de se penser est très proche de l'idée d'un pragmatisme qui pose des problèmes et qui les résout d'une certaine manière sobrement par-delà les idées. Parce que, en fait, on a des discours comme ça aujourd'hui qui ne sont pas du tout fascistes. Et donc c'est bizarre. Bref. Et qui sont ni de gauche ni de droite, qui n'ont pas de parti. Bref. Donc, bref. Il dit, Mussolini écrit dans ses carnets, « Nous, les fascistes, nous n'avons pas de doctrine préétablie. Notre doctrine, c'est le fait. » Ou encore, « Le fascisme est pragmatiste. Il n'a pas d'a priori, ni de but lointain. Il ne présume pas de vivre toujours, ou même longtemps. Il ne s'obstinera pas à vivre, il saura disparaître sans grimace. » Donc vous voyez que là, quand je vous donne les citations concernant le fascisme selon Mussolini et quelques traits de ce fascisme, commence à se dessiner une image qui n'a rien à voir avec un désir utopique. Il n'y a pas de... Voilà, ils le disent. On n'est pas fait pour durer, on n'est pas fait on n'a pas d'horizon, on est là dans le fait, dans l'action, dans le problème, dans la réalisation pure. On n'a pas d'idées qui nous guident, on prend ce qu'on veut et on liquide les idées avec des idées. Donc voilà, on n'est pas dans l'utopie. Bizarrement, ce n'est pas un utopisme. En fait, Mussolini, c'est quelqu'un qui va constamment se dédire, trahir une partie de ses amis, etc., trahir la branche militaire pour pouvoir faire en place la branche politique pour que lui puisse régner à la tête du gouvernement, faire des magouilles. Et en réalité, Mussolini, il n'a pas de projet. Il pourrait dire notre projet, mais en fait, il n'en a pas. Ok. Donc, nous, où on va ? On va
essayer de voir comment s'installe progressivement le gouvernement de Fiume, à partir de quels petits événements un peu étonnants, de quelles anecdotes décisives. Et puis, à chaque fois, le but, le jeu, c'est, à partir de ces petits flashs, des petits épisodes, de se demander, mais quel est le côté utopique, quel est le côté pragmatique, qu'est-ce qui, pour nous, pourrait être de l'utopie là-dedans? Parce que, en gros, le but, c'est de définir ce concept d'utopie à partir de petits éléments d'histoire qui, eux-mêmes, ne les prennent pas forcément à charge. Charles Baudelaire disait que la Révolution de 1848, elle était marrante, elle ne fut amusante que parce que chacun y faisait des utopies, comme des châteaux en Espagne. En fait, au moment de la Révolution en France de 1848, ce qui la rend amusante, c'est que tout le monde prolifère d'utopies. Tout le monde imagine n'importe quoi de possible. Donc, peut-être qu'il faut partir de cette idée abstraite, qui est peut-être que une utopie réelle, c'est un moment, plus qu'un lieu ou une identité, dans laquelle l'imagination du possible reprend une charge de pertinence. Imaginez, il y a des moments dans l'histoire où les situations sont tellement sclérosées qu'imaginer quoi que ce soit d'autre possible paraît stupide ou ridicule, ce qu'on appelle un utopiste. Eh bien, il y a des périodes révolutionnaires de troubles ambigus, de clair-obscur, où là, tout le monde s'y met à inventer n'importe quoi, des systèmes sociaux complètement loufoques. Il n'y a pas une utopie, il y en a 10, 20, 30, 40, 50 propositions. Et eh bien, Fiume, c'est un peu un moment où il se passe ça, mais en acte. Des utopies contradictoires qui vont essayer de se mettre à avoir lieu au même endroit. Ok. Alors, il y a une phrase de Bertolt Brecht qui dit on n'a jamais vu un poète prendre une ville et la gouverner. Bon bah, avec Gabriele D'Annunzio, c'est fait. Avec Gabriele D'Annunzio, on va avoir affaire à un personnage qui, tout en étant un intellectuel et un poète, arrive à soulever les masses, à les mobiliser et à entrer dans l'action. C'est un des rares types étonnants qui, tout en étant un poète, donc quelqu'un d'incapable de faire quoi que ce soit, normalement selon le préjugé commun, met en œuvre une politique, et cette politique, c'est en partie ses lubies et ses chimères. Donc, c'est quand même très bizarre. Il va être considéré par beaucoup de gens qui l'entourent, qui l'observent, comme un duce. Il y a même un livre qui s'appelle The First Duce, le premier duce, par rapport à Mussolini, qui est le second duce, c'est-à-dire un leader. Mais lui-même va se faire appeler vate, c'est-à-dire oracle. Il se construira un personnage d'oracle, donc de figure mystique. Pour beaucoup, c'est une sorte de symphoniste ou de chef d'orchestre qui arrive par sa parole et sa rhétorique oratoire, à capter les foules, à les exciter et finalement à les mener dans des choses aussi étonnantes que de conquérir une ville en Fiat rouge, avec presque pas de camions au départ, et puis finalement ils retrouvent 26 camions au dernier moment, ils conduisent 200 km, à chaque barrière ils défoncent les barrières, mais les Italiens ils sont contents parce qu'ils vont... Enfin bref, c'est... Voilà. Pour beaucoup, l'expérience de Fiume, ça va être un bordel à ciel ouvert, n'importe quoi. Pour certains critiques et historiens, ce sera un Woodstock avant l'heure. Ou pour d'autres, c'est la fête de la Révolution. Je ne chie pas les gens, mais on s'en fiche. Bref, c'est difficile d'analyser cette situation. Ce qui est sûr, et c'est ça qui est étonnant, et moi qui m'intéresse, puisqu'on parle d'utopie, on parle de fiction, on parle de récit. Et donc du rapport entre fiction et réalité, au moins. Ce qui est sûr, c'est que Fiume, c'est un moment de fiction, mais réel. Gabriele D'Annunzio dit, à un moment donné, au peuple auquel il s'adresse depuis les balcons du Carnero, « Tous ceux qui éprouvent un obscur besoin de s'élever par le moyen de la fiction, hors de la prison quotidienne où ils souffrent et sont esclaves, sont ceux à qui je m'adresse. » Vous voyez, c'est un poète qui règne, donc c'est par la fiction qu'on s'élève et qu'on sort de la banalité ordinaire, de la réalité exténuée, etc., fatiguée. Bon. Ok. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant d'exploiter le besoin
prétendu wagnérien de métaphysique qui serait en tout homme, pour pouvoir lever des hommes, pour pouvoir conquérir des villes, pour faire exister en fait une fiction. Et en fait, non, il y a un contexte historique derrière assez précis dans lequel il y a ces forces idéalistes, romantiques. En fait, le romantisme qui accompagne l'expérience de Fiume, il est le résultat de deux phénomènes, un intellectuel et l'autre militaire. Et c'est peut-être la convergence des deux qui rend réel Fiume. Selon le mot de Napoléon, une révolution, c'est une idée qui a rencontré des baïonnettes. Eh ben, quelle est l'idée derrière Fiume? C'est le courant intellectuel du futurisme italien, Marinetti. C'est-à-dire l'éloge sans nuance de la guerre comme moment d'exaltation humaine et poétique et esthétique, de la machine et de la vitesse. La vitesse est peut-être le seul critère de l'art au moment où le futuriste pose un certain nombre de concepts. Et la voiture, le camion, disent-ils, le camion armé d'une mitraillette et qui fonce tout droit sur une route et qui tire, ça, pour un futuriste, c'est l'œuvre d'art par excellence. Ce qui sera critiqué profondément par Walter Benjamin, qui est un antifasciste, et qui dira que c'est de l'esthétisation de la politique et que l'antifascisme, lui, c'est la politisation de l'art. Donc il y a un mouvement intellectuel autour de Marinetti qui va opérer une synthèse avec un groupe de gens que j'ai déjà évoqués, les anciens combattants, parmi lesquels les Arditi. Les Arditi, il faut savoir qu'en fait, à l'origine, c'est des gens des classes populaires, c'est des gens qui ont été recrutés sur le tas pour faire une guerre dont ils ne comprenaient pas forcément les enjeux au départ, et qui, sur le champ de bataille et dans la camaraderie, la fraternité d'armes, ont constitué une sorte d'identité collective, que le nom Arditi nomme, et une certaine reconnaissance sociale. Ben oui, puisque c'est des combattants fiers, etc. Donc quand ils se retrouvent ensuite, après la guerre, dans l'Italie en crise économique, sans aucune reconnaissance de personne, ils commencent à éprouver un ressentiment très fort lié au fait qu'ils ont connu quand même une espèce d'enthousiasme social et collectif du fait qu'ils se sont manifestés par des hauts faits, etc. Donc on a les Arditi, d'un côté, des soldats qui se prétendent les plus ardents. Petite parenthèse, en France, nous, on a les poilus. Donc les Arditi, c'est les ardents, nous, c'est les poilus. Ce qui montre peut-être une différence dans la réception des soldats, de ce que c'est qu'un soldat de la 14-18 en France et en Italie. Puisque en France, c'est un homme qui a fait son devoir patiemment, un poilu. La barbe a poussé, etc. C'est quelqu'un qui a fait son devoir patiemment, en étant résilient, comme en gros une certaine tradition paysanne qui à l'époque était encore prégnante. Tandis qu'en Italie, l'Arditi, c'est une agressivité juvénile qui s'est exprimée et qui a emporté des hauts faits. Ok. Alors, les Arditi, oui. Avant de donner des petits extraits de texte d'un des auteurs qui fait la synthèse futuristo-arditi, le manifeste Arditi futuriste, qui crée cette synthèse entre l'existence d'une population militarisée qui a appris la guerre et qui sait faire le coup de main, et d'idées complètement délirantes et esthétisantes. Et je vais vous donner une citation du manifeste du futurisme, qui d'abord exprime cette apologie de la vitesse. « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle. » Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'art, il y aurait des surgissements de beauté qui auparavant n'existaient pas, et c'est lié quoi? Au phénomène technique. La beauté de la vitesse. Et c'est vrai que 14-18, en fait, si on fait remonter au premier chemin de fer et même au premier boulet de canon, c'est un peu l'apogée d'un processus historique de mécanisation, y compris de la guerre, et où les forces déchaînées dans la guerre échappent à des expériences qui avaient pu être le quotidien humain, anthropologique, si on veut, ordinaire.
avec la guerre, avec le boulet de canon, apparaît une maladie qui est psychique, qui est liée au fait qu'on a été frôlé par un boulet de canon, et c'est une vitesse inouïe, on a échappé à la mort comme ça. Avec les chemins de fer apparaît le concept de trauma. C'est les déraillements de chemins de fer qui font qu'on va parler de traumatisme. Et donc en fait, il y a tout un tas de nouvelles expériences vraiment bizarres qui dépassent l'homme et qui viennent de la technique, qui sont en train de recomposer la forme même de l'expérience anthropologique. Et le futurisme est un moment d'éloge fou de ces expériences-là. La vitesse, donc. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à la laine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. Autrement dit, l'art, c'est plus la staticité de pierre qui, monumentale, apparaît dans son poids et qui écrase le réel, c'est la vitesse, c'est l'intensité de mouvement. L'art naît du mouvement et de la mécanisation. Bon, ok. Maintenant, je vous lis quelques phrases de la synthèse ardito-futuriste. Premièrement, les Arditi, ils sont intéressants pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas vraiment politisés et ils peuvent basculer du socialisme au proto-fascisme, être de droite ou de gauche assez souvent. Et il y a une très belle phrase d'un des auteurs de la synthèse ardito-futuriste qui dit « Se demander en 1918 si un ardito est de droite ou de gauche est comme se demander si l'éclair est le fils du jour ou de la nuit, quand de toute évidence chaque éclair est le fils d'une tempête ou d'un orage, peu importe s'il est diurne ou nocturne. » Ça montre aussi cette espèce d'apolitisme de ces forces-là, genre qui se considèrent plus naître de l'orage d'acier de la guerre que d'une idéologie quelconque, et qui peut-être... Voilà. Aussi, la raison pour laquelle les Arditi vont être susceptibles de rencontrer le mouvement futuriste, c'est parce qu'après la guerre, on ne voit pas ce qu'on peut retrouver des formes passées. Et je vous lis une autre citation de l'écrivain et journaliste futuriste Mario Carli, celui qui écrit ce manifeste Ardito-futurisme. « Nous aussi, nous avons fait 4 ans de guerre, frères démobilisés. Nous aussi, nous aurions droit d'être fatigués et déçus. Nous aussi, nous voudrions que la vie nous offre un peu de joie, de satin et de parfum après tant d'acier et tant de poussière fumante. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne savons pas. Paix nous semble un mot vide de sens, un archaïsme désaffecté. Nous sentons, sans trembler ou nous angoisser, tous les abysses que la guerre a ouverts entre le passé et nous, survivants, toutes les théories, les traditions et les illusions qu'elle a détruites, toutes les forces nouvelles qu'elle a jetées dans le jeu de la vie pour renouveler et provoquer les prodiges, déchaîner les énergies et les fantasmes et envisager de nouvelles possibilités d'accidents, de sentiments nouveaux et de situations nouvelles. On ne retourne pas à l'ancien. On ne rentre pas dans le moule déformé par le cataclysme. On ne revêt pas les tenues des époques défuntes, la nostalgie de l'Arcadie, de la paix universelle qui d'ailleurs n'a jamais existé, des études sereines, des plaisirs paisibles, et maintenant une utopie qui devrait disparaître du cerveau de ceux qui se sont battus comme une maladie inavouable, indigne des hommes forts. Donc en gros, l'expérience des Arditi, c'est cette expérience où tout le passé est liquidé par l'orage d'acier. Tout le passé est liquidé, plus de tradition. Même la paix n'est pas quelque chose d'envisageable. Ils sont chargés de guerre, si on veut, et ils sont là, prêts à n'importe quelle action. Voilà donc, en gros, en rapide, les deux éléments arditisme et futurisme. Et je vous lis une dernière citation du manifeste de l'ardito-futurisme, qui explique pourquoi ça coïncide, futurisme et arditisme. Pourquoi futurisme ? Parce qu'il n'y a plus de passé. Alors, l'arditisme coïncide avec le futurisme dans sa façon d'affronter l'avenir sans scrupule, même s'il se présente sous la forme d'une série de tranchées garnies de fils de fer barbelés. Vous avez l'avenir sans scrupule qui se présente sous la forme d'une série de tranchées garnies de fils barbelés. C'est-à-dire que même si c'est le retour à l'expérience de la guerre elle-même, c'est le seul avenir qu'ils arrivent à concevoir à ce moment. Il coïncide dans le mépris de l'expérience. Donc on a coupé avec le passé. C'est vraiment l'expérience moderne
par excellence. Il n'y a pas d'expérience. De l'histoire et du passé. Donc, mépris de l'expérience, de l'histoire et du passé, qui n'enseigne jamais rien. Vous voyez cette rupture dans le temps, comme si il y avait quelque chose de tellement inouï que même l'homme avait changé. Et c'est pas si fou de comprendre pourquoi on se met à penser peut-être qu'il faut d'autres hommes, il faut des nouveaux hommes. Peut-être parce qu'en fait l'expérience de l'homme ancien a éclaté dans la guerre. Et peut-être c'est lié à des véritables expériences. Il coïncide dans l'allégresse physiologique qui permet d'affronter toutes les batailles en souriant. Donc là, c'est une espèce de mystification de la guerre. Bon, bref. Il coïncide dans les acrobaties du cerveau et des muscles avec lesquels on saute les obstacles de la tradition. Il coïncide dans la générosité prodiguée l'un à l'autre pour enlever les camps retranchés du passéisme dont l'empire des Habsbourg était le visage le plus fétide et abject. Et la devise du futurisme, c'est « En marche ». Enfin, « Marciare non martire ». Ça veut dire « marcher, ne pas pourrir ». « Marciare non martire ». Ils adorent les jeux de mots, ils en font plein. Et en définitive, la seule revendication qu'ils ont, c'est « à noi ». C'est à nous, pour nous. La Mare Nostrum, toutes les régions qui sont autour de l'Adriatique, c'est à eux, il faut récupérer plein de choses. C'est juste à nous le programme politique, ça nous appartient. Et derrière, il y a quoi ? Il y a la formation, à travers le nationalisme et l'irrédentisme italien, de l'impérialisme italien, qui va faire, qui malgré quelques déceptions guerrières au Xe siècle, va pousser l'Italie de Mussolini à faire quelques conquêtes, elles aussi désastreuses parfois, et au point que Mussolini va avoir une conception de ce que c'est que la vie comme étant purement et simplement l'impérialisme. Il va dire la vie, c'est l'impérialisme, la volonté d'extension et de conquête coloniale. C'est vrai. Il ne parle pas de son programme politique. Il dit c'est la vie. Genre n'importe quel être qui est vivant est extensif. Il veut conquérir. Et c'est intéressant et marrant parce que c'est totalement en contradiction avec la pensée de la révolution conservatrice réactionnaire allemande avant le nazisme, comme par exemple Oswald Spengler, qui considère que l'impérialisme, c'est le stade hivernal d'une culture, c'est-à-dire son stade où on doit l'appeler civilisation et plus culture, c'est-à-dire le stade où on a tellement plus de valeurs profondes, tellement plus d'idées, que la seule chose qu'on veut, c'est l'extension spatiale. C'est pour dire que si vous voulez critiquer les fascistes, vous pouvez le faire aussi avec les textes qui ont permis leur formation, pour certains, chez les réactionnaires même. Donc, bon, ouais. Ok, je ferme cette parenthèse. Donc maintenant, on a les Arditi, un ardito, et les futuristes italiens. Et au milieu, on a un poète qui prend le 11 septembre 1919 une Fiat 500, il me semble, rouge, voilà, et part depuis la ville de Ronchi, c'est-à-dire à peu près 200 km de Fiume, à la conquête de la ville. Au début, il tombe malade, il a la fièvre, c'est probablement l'angoisse. Il trouve plus de camion, au dernier moment, il n'a plus aucun camion pour partir. Il dit « je m'en fous, j'y vais en caisse ». Il veut le faire à 15, quoi. Il veut partir à 15 personnes, les autres, ils marcheront derrière. Puis finalement, au dernier moment, son fidèle allié Guido Keller lui trouve des camions. Voilà les camions, il lui crie « super, c'est parti, on part, on marche jusqu'à Fiume ». Tous ces hommes étaient ivres, se souvient le lieutenant Frassetto qui en faisait partie, ivre de soleil, de poussière, de joie, de passion, de courage, de patriotisme. Voilà. Ok. Alors, il n'y a rien de glorieux dans cette affaire, puisqu'en fait, ils ne tirent aucun coup de feu, ils sont accueillis plutôt à bras ouverts, et puis ils commencent à régner. Je passe sur tous ces petits... les difficultés qu'ils ont rencontrées pour arriver au pouvoir, et j'entre dans la description de ce qui se passe. Par quel processus, grosso modo, ils rentrent à 15 dans la ville En gros, non, ils ne sont pas 15, ils sont 2500, et en fait, au fur et à mesure qu'ils avancent, il y a des gens qui les rejoignent. Au fur et à mesure que ça se médiatise, des Italiens affluent pour les rejoindre. Quand ils arrivent à Fiume, c'est majoritairement italiens, ils sont super contents de les accueillir, donc ils leur donnent en gros les clés de la ville. Et en fait, les soldats qui étaient envoyés pour les empêcher de faire quelque chose sont plutôt velléitaires, enfin, ne font pas grand-chose. Et même tout le long, les gens qui sont censés empêcher dans l'afflux de soldats, de nouveaux gens intéressés par cette expérience,
vont plutôt les laisser passer assez facilement, même si pour entrer, il faut changer de passeport, camoufler son nom, se déguiser. Enfin bref, c'est assez rocambolesque comment faire pour rejoindre cette ville. Vous pouvez aussi lire un petit texte d'Albert Londres, qui est allé à Fiume étudier cette aventure. C'est assez incroyable. Ok. Donc, plein de gens affluent à Fiume, principalement pour la réputation de Gabriele. Ouais. J'ai une question. Comme ils vont faire une ville italienne, Ouais. est-ce qu'il y a des violences contre les étrangers qui sont arrivés à Fiume ou... Eh bien, justement, et paradoxalement, il y a des violences avant la conquête de Fiume. Il y a des Français qui sont en occupation à ce moment-là, des armées d'occupation, puis il y a des Slovènes, des Croates, enfin, et des futurs Yougoslaves. Bref, il y a plein de gens différents, pas des Italiens. Et il y a des échauffourées, voilà, on ne peut pas dire des massacres, parce que c'est 9 morts, 10 morts, quoi. Assez sporadiquement avant l'occupation de Fiume. Mais au moment de l'occupation de Fiume, en fait, c'est plutôt le contraire. Enfin, d'abord parce que les voix dissidentes sont un peu étouffées dans la ferveur festive qui va n'avoir de cesse de se répandre dans cette petite ville. Et aussi parce que D'Annunzio n'annexe pas à l'Italie Fiume. Il l'occupe en tant qu'Italien, etc. Il voudrait l'annexer, mais ça, c'est pas en son pouvoir. C'est un enjeu international de négociation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, ça devient un tiers-lieu, ça devient une ville dite libre, mais temporairement. Et donc, la question n'est plus celle de l'italianité. Donc, en fait, les questions vont être très concrètes. Ça va être, à un moment donné, au bout de quelques jours, il y aura un blocus. Donc, le commerce va s'effondrer, donc il va y avoir très peu à manger, sauf des pains au chocolat. Mystérieusement, il y aura quand même plein de pâtisseries, mais il n'y aura plus les pâtes, des trucs de base. Non, mais je vous dis, c'est complètement dingue, les trucs. L'argent est dévalué, puis après, ils mettent en place 3 systèmes monétaires différents qui s'échangent. On a la lire, on a la monnaie de D'Annunzio inventée, la monnaie fiumienne. On a des trucs qui viennent des Balkans, enfin, je sais pas. Enfin, genre, vraiment, c'est des systèmes très hétérogènes. Mais bon. Donc, tu me demandais s'il y avait eu des problèmes avec les non-italiens. En vérité, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et le blocus, Quoi ? le blocus de la ville de Fiume, il est parti. Il est fait en partie par les vainqueurs de la guerre, donc les Américains, les Français, les Britanniques, c'est-à-dire Wilson, Clemenceau et George Lloyd, il me semble, à ce moment-là. C'est dans le cadre des négociations entre Nitti et ces 3 représentants de la victoire pour la ville de Fiume, mais en vérité, lui, il s'en fout un peu, Nitti, de la ville de Fiume, le président du Conseil italien. Donc, moi, je ne sais plus où j'en étais, moi. Voilà, en très peu de temps, dès l'automne, ça commence en septembre, donc dès l'automne, 9000 personnes viennent de partout, rejoignent les choses. Pour ça, ils mentent sur leur âge, ils mentent sur leur identité, et ils ont plein d'enthousiasme. Très vite, c'est la désillusion, hein. Ils se font chier la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils font la fête tout le temps. Mais ils sont là, plein de choses, mais pas sans but, en fait. Ça qui est fou, c'est qu'ils sont attirés par quelque chose, mais qui n'a pas de sens. On ne leur a pas proposé le communisme et l'émancipation humaine, on leur propose des trucs très vagues, des jouissances affectives de type patriotique, mais aussi des jouissances de type la liberté, tu vois, mais genre, c'est même pas ce que c'est, tu vois. Ok. Comment ça se fait que ça tienne aussi longtemps ? 500 jours. Ouais, mais c'est très longtemps pour... Parce qu'il y a plusieurs raisons, il y en a plein. Une des raisons, c'est que parce que le militaire italien chargé d'évacuer Fiume, c'est un ami de D'Annunzio. Donc pendant un certain temps, il va préférer moins porter les armes sur Fiume que de discuter avec D'Annunzio. Même si D'Annunzio le déteste, il n'arrête pas de l'insulter pour se moquer de lui. En fait, c'est un ami de D'Annunzio, j'ai oublié son nom. Après, il va y avoir ce qu'on appelle le Noël sanglant, où là, il va y avoir des conflits armés en pleine rue, des morts. D'Annunzio, il s'était préparé à mourir en héros, etc. Il n'est pas mort. Il vivra sa vie dans un petit palais. Bon. Mais donc, il y a ça. Celui qui est chargé d'évacuer Fiume, en fait, c'est un type qui se connaissent et sont amis. Ensuite, on ne veut pas de guerre civile. Ensuite, il est soutenu à moitié par
le parti fasciste de Mussolini, à moitié parce que D'Annunzio lui envoie des lettres à Mussolini où il dit espèce de gros con, espèce de grosse merde, espèce de... Ah bah voilà. La citation est là. Il lui dit on a pris Fiume du territoire, etc. Et les soldats ne veulent obéir qu'à moi, c'est génial. Et vous tremblez de peur. Vous vous laissez poser sur l'échine le pied porcin du plus abject filou qui ait jamais illustré l'histoire de l'universelle canaillerie. Tout autre pays, même la Laponie, aurait renversé ces hommes. Et vous êtes là à jacasser tandis que nous luttons d'instant en instant avec une énergie qui rend cette entreprise la plus belle après l'expédition des 1000. Où sont les combattants, les arditi, les volontaires, les futuristes? Et vous ne nous aidez même pas avec des souscriptions et des collectes, nous devons tous faire, seuls, avec notre pauvreté. Réveillez-vous et ayez honte aussi. Si au moins la moitié de l'Italie ressemblait aux Fiumains, nous dominerions le monde. Mais Fiume n'est rien d'autre qu'une cime solitaire de l'héroïsme, où il sera doux mourir en recevant une dernière gorgée d'eau. N'y a-t-il vraiment rien à espérer ? Et vos promesses. Et là, il écrit ça à Mussolini, il lui demande de publier dans son journal. Donc il l'insulte tout le long de la lettre, ses amis, parce que les futuristes sont alliés aux fascistes. Bon, bref. Mussolini publie ce truc, récolte 3 millions de lire, lui en donne seulement 1 million. Les 2 millions, il les garde pour son journal. Voilà, ça c'est Mussolini. Je veux bien t'aider, mais un tiers de dire pour moi. Et donc voilà, ils sont soutenus quand même. À l'intérieur de l'Italie, c'est une aspiration collective nationaliste, patriotique, irrédentiste, etc. Même le type qui est censé les chasser, en fait, c'est un pote de D'Annunzio. D'Annunzio, il a quand même une figure... il est vieux, hein, il a 60 ans, il est en train d'avoir... Il a presque 70 ans à la fin de... non, parce que c'est sûr que 500 jours, mais il a presque 70 ans. Et pendant la guerre, il s'est fait connaître, hein, je vous l'ai dit au début de cette improvisation conférencière. Il y a 2 anecdotes qui l'ont fait connaître. Un, avec des canots, il est parti en bateau avec des explosifs pour essayer de couler les bateaux de l'Autriche, de l'Hongrie. Moi, je sais plus. Bon, bref. Et il part en canot de sauvetage, quoi, avec ses potes, avec des explosifs. Il en fout sur les bateaux, mais en fait, ça se prend dans les filets et ça explose rien du tout. Et il s'enfuit en catimini. Bon, c'est complètement inoffensif, mais c'est tellement bizarre, c'est un coup de force que ça le rend célèbre. Et le deuxième truc, il va partir en avion avec un ami, survoler Vienne et les bombarder tout seul, mais avec des tracts. Et genre, il survole Vienne, il les bombarde à coups de tracts, et sur les tracts, il y a marqué on est gentil, on vous bombarde avec des tracts. Venez à filmer la guerre. Ah non, mais non, il l'a pas encore. Et ça, c'est quand il s'est fait connaître avant Fiume. Je crois que j'ai pris la phrase exacte qui est... oui, voilà, c'est ça. Certains auteurs vont dire que le type a compris l'art de la guerre comme de manière littérale, quoi. C'est de l'art. Genre, tu fais des performances artistiques délirantes. Et donc, du coup, elle est là, le bout de papier. Il est là, vol sur Vienne. Voilà. Bon, je vous lis le passage. Mais c'est dans les airs que D'Annunzio provoque ses ennemis en duel. Le 9 août 1918, à la tête de l'escadrille de la Serenissima de 11 biplans, il effectue un raid de 1000 km pour se livrer à un bombardement pacifique en plein jour, bravant la défense antiaérienne de la capitale de Charles Ier et y déverser un message commençant par ces mots. « Viennois, apprenez à connaître les Italiens. Nous volons sur Vienne. Nous pourrions vous envoyer des bombes. Mais nous vous envoyons notre salut tricolore, les 3 couleurs de la liberté. » Enfin, il fait de la propagande, quoi. Là encore, le gain militaire est nul, mais la renommée incommensurable. Elle plane bien au-delà des Alpes sur les ailes de la presse étrangère, du New York Times au Figaro. Tous se font l'écho du vol sur Vienne, tandis que les journaux autrichiens déplorent que l'Empire n'est pas son D'Annunzio. Donc même les ennemis sont là. Putain, mais pourquoi on n'a pas des types comme lui qui délirent à faire des trucs bouffons, farcesques, mais ça marche. Et je pense que le fascisme et la farce sont très liés, le fascisme et l'esthétisation de tout est très lié. Bon, bref. Bon. Ça, c'est loin de Hitler, quand même. Non, on est en 1918. Parce que tout ce qui s'est passé en Italie, Mussolini, tout ça, d'accord, il n'absorbe pas le principe, c'est éclectique, il claque droite à gauche. Et dans le même temps, ce que préparait Hitler et le fascisme, c'est quand même plutôt Hitler, c'est pas aussi burlesque et comique. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Le fascisme, historiquement,
c'est le parti fasciste inventé par Mussolini. Donc quand je parle du fascisme, non pas comme courant, mais comme moment historique, je parle de Mussolini, de ce qui se passe et dans son hétérogénéité historique. Le fascisme, en tant qu'anarchiste et antifasciste, c'est en gros, c'est tous les comportements oppressifs, dominateurs, racistes, xénophobes, destructeurs de personnes, etc. C'est plein de choses, mais c'est pas seulement Mussolini. Et donc, on peut nommer le nazisme, le national-socialisme, Hitler, fasciste, ce qu'on a fait assez tranquillement. Mais c'est encore autre chose, et en fait, c'est bien de remonter à ces moments-là, parce que voilà, Hitler, c'est en 1923 qu'il fait un petit coup d'État raté, et il va aller en prison, c'est là qu'il écrira Mein Kampf, puis il reviendra en 1933, et là il sera chancelier. Il ne sera jamais élu, mais par un rapport de force favorable, il se retrouve à être nommé chancelier. Et parce que les nazis n'ont jamais été élus. Ils ont eu beaucoup de voix pour eux, mais ils n'ont jamais été élus. Donc, les nazis, ils ont... Mais ce qui est intéressant, c'est que... ils ratent en 1923, alors qu'à ce moment-là, en 1921, 22, Mussolini a marché sur Rome et il a... Comment non, mais je pensais à ça, la marche sur Rome. Mussolini a marché sur Rome et il a été nommé chef du gouvernement. Donc c'est 10 ans avant Hitler. Et Hitler va avoir de cesse à essayer de récupérer des éléments de la réussite de Mussolini. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la bizarrerie, l'hétérogénéité. Et quand on fait la guerre, on utilise les concepts comme des insultes et on attaque directement. Mais le nazisme, pour moi, c'est pire que le fascisme, en fait. Genre, si on regarde le fascisme historique, ce qui se passait en Italie, c'est horrible, c'est atroce, etc. Mais genre, le nazisme, c'est un moment de crise de l'Europe, mais complètement faux. C'est un moment où, en fait, tout ce qui était la logique raciste, coloniale de l'Europe dans les colonies extérieures va être appliqué depuis l'intérieur, depuis le continent. L'Allemagne va faire et le porter au niveau industriel, ce qu'ont fait tous les empires coloniaux européens, France, Espagne, etc., depuis le début de la période coloniale, mais à l'échelle de l'Europe, sur l'Europe. C'est-à-dire, en gros, le colonialisme européen, au moment du nazisme, est comme condensé et appliqué à l'Europe, enfin sur l'Europe, accéléré et en plus industrialisé. Enfin, au point que, là, au lieu d'avoir des massacres par balles, des sévismes pas possibles, indescriptibles, il y en a beaucoup, on va avoir les trains qui vont au camp, Birkenau, Auschwitz, tout ça. Enfin, vous connaissez la triste histoire de l'Holocauste. Et du coup, le nazi, c'est pire que le fascisme, pas parce qu'on pourrait hiérarchiser l'horreur et la violence politique. Ils ont massacré tout le monde, les fascistes italiens, Mussolini. Mais c'est pire parce que là, il y a vraiment un bug historique où la machine industrielle prend en charge le délire idéologique raciste et met en œuvre une extermination concertée, mais prend en charge l'utopie parce que nazi totale, quoi. Ouais. Mais quand tu parles d'utopie fasciste, ouais. tu n'essayes pas simplement de poser une utopie qui amène à un mouvement historique, mais tu essayes aussi de parler d'une certaine structure fascisante qui se trouve à l'intérieur de cette utopie. Je pense que c'est peut-être ça qui est à ramener, pas nécessairement directement au nazisme, mais qu'il y a peut-être cette petite partie, pas fantasme, mais absurde, qui pourrait peut-être se retrouver dans le nazisme. Moi, c'est peut-être pour corréler. Je sais pas, après le nazisme c'est autre chose, mais Hitler il est considéré pendant très longtemps comme un bouffon. Ce qu'il met en œuvre, c'est un folklore, et il reprend le salut romain comme Mussolini, qui le reprend de qui ? De Gabriele D'Annunzio. Et moi, je sais pas, je peux pas trancher là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'on a une expérience bizarre, ardito-futuriste, l'idée menée par un poète à un moment du temps. Ça imprègne culturellement dans l'imaginaire Mussolini, qui est complètement jaloux, qui rêve. À un moment donné, Gabriele D'Annunzio va avoir le projet de marcher sur Rome. Mais finalement, c'est Mussolini qui va le faire plus tard.
et qui rêve de récupérer les forces et puissances de Gabriele D'Annunzio. Et puis ensuite, tu as Hitler qui a raté, qui écrit Mein Kampf, qui s'inspire de Mussolini, dont il est admiratif et plutôt jaloux, pour organiser un certain nombre de troupes. Alors que tout ça vient de ce moment bizarre de poésie qui était encore chaotique, au sens où c'est pas encore un truc où on peut se dire il y a du danger. On se dit juste il y a du désordre, il y a de la pourriture, au sens marxiste, de la pourriture naît la vie. Ouais. Oui, je vois aussi quelque chose sur le nazisme en tant que tel. Ouais. C'est au-delà du fait que les nazis sont encore prégnés à un certain nombre de folklore allemand et nordique, il y a aussi certains auteurs français adeptes de l'idéologie nazie, typiquement pour les zones de Brasillac, qui, au-delà de ces aspects purement antisémites, vraiment xénophobes, tout ça, écrit en 1937 dans une conférence qu'il donne à des amis bien racistes comme lui, l'incroyable sentiment de plénitude qu'il a eu en allant à Nuremberg en 1936. Et de dire plus ou moins, c'est ce qui donnera la légende un petit peu de l'homosexuel qui s'appelait pas trop, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Il y avait aussi tout ce truc de le nazisme, c'est aussi l'Europe qui se redécouvre, c'est les légendes qui reviennent, et je pense qu'il y a aussi ce côté poétique de c'est incroyable, c'est beaucoup moins le bordel, mais c'est quand même ce côté songe d'humilité, quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe, et ça reste très féerique, quoi. Oui, il y a tout cet aspect, tout l'ésotérisme nazi, etc. Mais j'ai rien lu qui disait... Enfin, toi tu le donnes témoignage de ça, mais j'ai pas lu de trucs où les gens avaient un sentiment libertaire en arrivant chez les nazis. En revanche, à Fiume, c'est le cas. Sentiment libertaire, une anticipation de 68, quoi. Et on fait quoi en touillant tout ça, là, en ce moment? Je voudrais aller jusqu'à décrire un peu comment... quelle va être la constitution à Fiume, enfin, quelles vont être les propositions constitutionnelles avec De Ambris, et avec toutes ces images et cette confusion et ces choses-là, réfléchir à la question de l'utopie. C'est-à-dire se demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que cet épisode qui est à la fois hyper important pour la formation des fascistes, quoi, pour l'existence folklorique du fascisme, pour son organisation, et en même temps un espace qui anticipe les mouvements libertaires. Par exemple, pour Hakim Bey, qui est un anarchiste, Fiume est la première zone temporaire anarchiste, la première ZAD si on veut, mais la première TAZ. Et comment c'est possible qu'on a ce moment de confusion imaginaire, de fiction, etc., qui donne tous les éléments iconographiques du fascisme et peut-être même en certains du nazisme, TAZ, ouais. Zone temporaire anarchiste. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est genre d'entrer dans les tensions bizarres de ce moment. Et je vous l'ai dit, c'est improvisé, sinon j'aurais fait plutôt thèse 1, thèse 2, thèse 3 comme d'habitude. Mais entrer dans cette confusion et après ouvrir la discussion à partir de ces images, quoi. Et ça fait déjà 1 heure. Hein. Ah, ça y est, ça fait 1 heure. Allez, bon alors on finit dans 10 minutes. Et on peut discuter. Bon, comme vous voulez. Si vous êtes épuisé, je me tais. Oui, bah là, justement, je voulais entrer sur la partie constitutionnelle. Ok. Les 100 derniers jours de Fiume, il va y avoir, Gabriele D'Annunzio va nommer, enfin se rallier comme bras droit un homme qui est syndicaliste révolutionnaire, anarchiste, socialiste en partie, même si le socialisme, il y renonce pour le syndicalisme révolutionnaire, même si les deux sont encore assez confondus à ce moment-là, dans l'histoire italienne, qui s'appelle De Ambris, et qui va proposer une constitution pour Fiume, qui, je vous rappelle, l'Italie est une monarchie à ce moment-là, qui est censée être une constitution républicaine. Et comme D'Annunzio, il est malin, il sait que s'il dit république, il va se faire écraser, quoi. Il va appeler ça une régence. Donc ce sera la régence du Carnero, c'est la constitution de Fiume, ou charte du Carnero. Et alors,
quand on regarde cette constitution, cette charte, plus ou moins écrite en collaboration entre D'Annunzio, qui devient constitutionnaliste, et Alceste de Ambris, ce qu'on remarque, c'est que la constitution de Fiume, elle est hyper libertaire. Voilà. Et là, on entre dans la question de l'utopie plus au sens de ce qu'avait fait Ulysse hier, c'est-à-dire de décrire un programme, de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que, enfin, c'est en fait dans la construction constitutionnelle qu'on articule l'utopie à la réalité. Donc, alors, je cherche juste l'endroit où j'ai noté la description de la Constitution. Voilà. Ok. Est-ce que c'est là ? C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Bon, la première chose que doit faire cette constitution du Carnaro, c'est rassembler toutes les libertés et les audaces de la pensée moderne. Donc en fait, elle doit être une constitution moderne et libre. Le résultat, c'est une constitution qui s'appelle la Régence italienne du Carnaro. Et Gabriele D'Annunzio, il est très content de ce nom, Régence italienne du Carnaro, parce que c'est un endécasyllabe. Un endécasyllabe, c'est-à-dire un vers avec 10 pieds. Enfin, et il écrit « Le rythme a toujours raison ». Ça, c'est pour montrer que ce qu'on a tendance à imaginer... Oui, bon, je sais, toi voilà. Ce qu'on a tendance toujours à imaginer comme le sérieux, la lourde patience constituante, parfois les motifs qui peuvent expliquer pourquoi on appelle une chose, et pourquoi ça sont absolument bizarres, métaphoriques. Bon, voilà. Alors, je vous ai dit donc qu'on voulait appeler ça une république, mais que régence sera le mot qui permet d'éviter une répression immédiate par la monarchie italienne. Gabriele D'Annunzio va considérer que sa constitution reste une constitution de type qui inspirée par un anarchisme dit de droite, ou un bolchevisme latinisé. Latin, quoi. Donc en fait, vous voyez, c'est très bizarre, on est vraiment dans des terminologies d'habitude. Nous, on a la droite, la gauche, le bolchevisme, le fascisme et tout. Et là, vous voyez, on a une espèce de bain de culture, de bouillon de culture. Bon. Le centre de cette constitution, c'est pas le prolétaire. Et c'est pas le citoyen de la Révolution de 1793. C'est pas le prolétaire de la Révolution communiste. Le centre, c'est une figure qui est du travailleur. Le travailleur. C'est le véritable détenteur pour lui de la souveraineté et ça veut dire que ce qui fait le centre de la constitution de Fiume, c'est pas un statut comme citoyen, hein, c'est pas une catégorie de conscience comme prolétaire, mais c'est une fonction sociale, le fait qu'on travaille et qu'on produit. C'est assez paradoxal dans une ville où il n'y aura pas trop de travail du fait du blocus et qu'il n'y aura pas trop d'échanges économiques. Bon. Et donc, il le définit comme ça, il dit le travail est une fonction sociale, non comme droit absolu ou privilège individuel, c'est pourquoi le seul titre légitime de propriété sur n'importe quel moyen de production ou d'échange est le travail qui rend la propriété elle-même fructueuse pour le bénéfice de l'économie générale. Ce qui nous rappelle les utopiens qui font tout sur le travail plus que sur autre chose, sur un titre, etc. Ensuite, ils vont, grâce à ça, il faut comprendre qu'on abolit les privilèges. Si on dit que c'est le travailleur qui est la figure centrale, il n'y a pas d'aristocratie qui a des titres pour s'enrichir. C'est le travail qui est central. Donc une forme d'abolition des privilèges, mais qui n'est pas le cas outre révolutionnaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les 3 croyances religieuses de la régence du Carnaro. Donc le travail, même le plus humble, même le plus obscur, s'il est bien exécuté, tend à la beauté et orne le monde.
Donc, donc, en gros, le travail, c'est le seul titre social, la seule fonction sociale qui fait sens, pas l'aristocratie, pas d'autres choses. Bref, pas le parasitisme, pas la domestication, la domesticité, etc. Mais aussi, le deuxième critère concernant le travail et les travailleurs, c'est qu'il tend vers la beauté et l'ornement du monde. Et ça, c'est bizarre pour une constitution. Une constitution soit fondée sur l'idée qu'on va aller vers la beauté et l'ornement, et pas, par exemple, la production de richesses. C'est pas exactement la même chose. Ouais. C'est un peu peut-être même comme le centre du travailleur, comme c'est le poète un petit peu qui améliore les choses vers la beauté. Oui, bien sûr, mais justement, mais du coup, ça fait partie de la Constitution, qui sera vaguement appliquée. Ensuite, ouais. Mais est-ce qu'il l'a écrit avec une certaine poétique ? Oui, en plus, ils l'ont écrit. En fait, et paradoxalement, c'est pas D'Annunzio qui a poétisé la Constitution, c'est De Ambris qui a écrit une Constitution ultra onirique, vraiment très belle, etc. Et Gabriele D'Annunzio, il a traduit de manière un peu plus prosaïque, alors que c'est lui le poète. Mais d'ailleurs, même les rôles normaux ne sont pas respectés. Celui qui est le poète, il devient le constitutionnaliste, et celui qui est plutôt le socialiste révolutionnaire activiste devient le poète. Donc De Ambris, ce qu'il demande, son problème avec cette idée de travail, c'est de faire disparaître la lutte des classes, donc l'antagonisme de classe, et donc ce qu'il va prôner, c'est un corporatisme. Ils vont fonder une dizaine, je me semble, de corporations différentes, 9 corporations, dont une dernière corporation, je ne les cite pas, mais il y a l'agriculture, le commerce, l'industrie, mais la 10e corporation, elle est appelée Muse. Et je vous lis ce qu'elle est. Elle est réservée aux forces mystérieuses du peuple accouchant et s'élevant. C'est presque une figure votive consacrée au génie inconnu, à l'apparition de l'homme nouveau, aux transfigurations idéales des œuvres et des jours, à la libération accomplie de l'esprit du halètement douloureux de la sueur du sang. Ça, c'est dans une constitution. Elle est représentée dans le sanctuaire civique par une lampe ardente sur laquelle est inscrite une antique parole toscane de l'époque des communes, magnifique allusion à une forme spiritualisée du travail humain, la fatigue sans la fatigue. Donc ça, c'est une des corporations, la corporation Muse. Donc une espèce d'ordre mystique de la fatigue sans la fatigue. Ok. Mais est-ce que, je sais pas, l'une, bon, ça donne un côté onirique, machin, on vérifie des choses, mais l'idée des corporations, c'est très réactionnaire. C'était déjà au 19e siècle, quand l'industrie s'est développée, l'artisanat a été un peu... Voilà, c'était corporation. Donc, c'est pas non plus très nouveau. Disons que le corporatisme, la forme corporale, elle a été un des obstacles, une des choses que voulait détruire le processus révolutionnaire depuis 1789, etc. À mon avis, c'est plutôt un geste absolutiste où il y a plus de... il y a une sorte d'immédiateté entre la souveraineté et le travail, les corps sociaux, etc. Et je dis pas que je m'en fous du corporatisme, je ne revendique rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une manière de lire ça comme quelque chose de progressiste et de révolutionnaire pour une raison simple, c'est qu'on n'est plus dans un État centralisé et absolu, s'il y a des corporations qui défendent leurs intérêts, mais il y a déjà des contre-pouvoirs qui sont liés aux corporations elles-mêmes. Et en fait, le modèle qui est en train de naître là, dans ce truc de corporation, c'est plutôt une sorte de communalisme fédéral. C'est-à-dire, on a des communautés qui sont composées de corporations, qui entrent en rapport avec d'autres communautés, d'autres corporations, qui discutent relativement démocratiquement avec des systèmes de droit, etc. Et on n'a plus de pouvoir centralisé qui impose une volonté sans médiation, comme le moment révolutionnaire l'a mis en œuvre. D'ailleurs, c'était un processus qui existait déjà antérieurement au mouvement révolutionnaire, mais qui a juste fait éclater les derniers niveaux intermédiaires. Ouais. Après, il faut savoir pourquoi on dit que le corporatisme est réactionnaire ou anti-révolutionnaire, et surtout depuis quel type de révolution on pense. Et je pense que d'un point de vue anarchiste, de toute façon, ça reste pas du tout la panacée, mais je pense que c'est une manière d'organiser la société de telle sorte que
on soit plus autour de l'idée d'une gestion collective du travail que d'une classe exploitée par une autre classe qui s'accapare les moyens de production. Et c'est pour ça que De Ambris propose le corporatisme en tant que syndicaliste révolutionnaire. Ce qui est bizarre, hein, on est d'accord, mais il y a différents modèles de la révolution, et une révolution par l'État, de l'État, de la centralisation, et des révolutions par la décentralisation, justement. Et ça, c'est assez intéressant, parce que les bolcheviks, léninisme, c'est du centralisme démocratique, et c'est pas ce qui est à la fin, ce sera du centralisme démocratique. Là, c'est pas ce qui est proposé, c'est une espèce de communalisme fédéral, quoi. Bon, il n'y a pas de centralisme. Mais effectivement, c'est un truc qui l'emprunte à la tradition, enfin, à quelque chose de vieux et d'ancien. Voilà. Après, moi, je ne suis pas en train de revendiquer ce qu'ils ont fait. Ah oui, et donc, on est toujours dans ce contexte étrange où ça reste poétique. Donc, dans la Constitution, D'Annunzio rajoute, à propos des corporations qui élisent leurs représentants, qui sont des consuls, et qui établissent un certain nombre de rites et de cérémonies, lèvent leurs propres impôts pour fonctionner, décident librement d'entreprendre sur leurs propres critères, donc de manière autonome par rapport à quelque chose qui serait centralisé. D'Annunzio rajoute que les corporations ont le soin d'inventer leurs enseignes, leurs emblèmes, leur musique, leurs chants, leurs prières, d'instituer des cérémonies et des rites, de concourir le plus magnifiquement possible à l'appareil des communes allégresses, des fêtes anniversaires, des jeux terrestres et marins, de vénérer ses morts, d'honorer ses doyens, de célébrer ses héros. Donc en fait, derrière la corporation, il y a quelque chose de plus qui est de la corporation. Il y a l'idée d'une forme sociale presque totale, comme la vieille communauté cohérente. Et donc, en fait, on retrouve une espèce de... Ouais, des communes, des communes avec l'ensemble de leurs fonctions, mais autonomes et fédérées. Voilà. C'est pour ça que... oui. C'est pour ça que, par rapport au fascisme, qui dit tout dans l'État, tout pour l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État, l'expérience de Fiume propose quelque chose qui n'a rien à voir. Le communisme, ce que j'ai dit, le communalisme fédéraliste, qui en fait est inspiré en partie des républiques urbaines d'Italie du Moyen-Âge, où on a des espèces de cités, voilà, des corporations, une espèce de retour à la fin du Moyen-Âge italien. Ok, je continue sur 2 ou 3 petits éléments de la Constitution, et peut-être après on peut discuter et laisser parler Cyrus. La charte du Quarnaro, donc la charte de la régence de Quarnaro, dit entre autres que la souveraineté des citoyens est fondée sans distinction de sexe, de race, de langue, de classe, de religion, donc que l'habeas corpus est garanti, la liberté de la presse, des réunions, d'associations, de culte est reconnue, et, chose étonnante, la grève, elle, est oubliée. Alors, elle n'est pas nommée, il n'y a pas le droit de grève. Ce qui est bizarre, de la part d'un mec comme Alceste de Ambris, qui a organisé les plus grosses grèves possibles d'Italie. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, les grèves sociales du 5e révolutionnaire italien ont quasiment jamais rien obtenu et se sont fait détruire par le fascisme. Bon. Oui, ils mettent en place peut-être des bases qui anticipent l'État-providence, puisqu'il y a des allocations de vieillesse, des pensions, des prestations pour l'invalidité, le chômage. L'égalité entre les sexes salariales du travail, etc., est absolue, intégrale. Elles ont le droit de vote. Elles sont éligibles dès 20 ans, les femmes, je veux dire, en plus d'avoir le même salaire. On est en 1919, hein. Ensuite, ils mettent en place une rémunération minimum suffisante pour bien vivre pour ceux qui n'auraient pas les moyens. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On est bien dans un moment d'anticipation utopique de quelque chose qui viendra comme État-providence sur la base d'un autre compromis social. Bon. Enfin, il y a même une idée complètement folle qui, si elle était appliquée par l'État italien, l'aurait mis en banqueroute immédiatement.
c'est l'idée d'indemniser des dommages causés en cas d'erreur judiciaire ou d'abus de pouvoir. Donc si l'Italie avait ce principe-là dans sa constitution, alors bon, il serait en banqueroute. Bon, je passe peut-être assez vite parce qu'on n'a pas besoin de savoir les détails du pouvoir législatif bicaméral, les conseils, le parlementarisme, le type de parlementarisme bizarre, parce qu'en fait, ils n'aiment pas le parlementarisme, ils trouvent ça trop lent, trop chiant. Mais je passe... Bon, en gros, il y a un conseil des meilleurs qui doit se réunir une fois par an, avoir des idées brèves et efficaces pour pouvoir... Bon, bref. Mais je n'entre pas dans les détails de tout ça. Je vous donnais juste quelques éléments de cette constitution de Carnaro. Et juste un détail supplémentaire, il y a quand même cette idée de constitution excluante qui n'est pas du coup l'exclusion des femmes, ni des minorités religieuses, ni raciales, ni quoi, mais qui est encore une fois, parce qu'on l'a fondée sur l'idée de travail, l'exclusion des parasites incorrigibles à la charge de la communauté. Ceux qui sont, en gros, on prive de droits civiques ceux qui sont des parasites. Donc il y a encore cette notion de parasitisme social, et donc pour une utopie c'est peut-être chiant, et je pense que si on pensait des utopies, il faudrait penser absolument sans forme de structure de sacrifice excluant ou d'exclusion sacrificielle. Aucune. À partir du moment où on met une procédure d'exclusion sacrificielle, ce que ça produit c'est de l'exclusion de la minorisation sociale, de l'apostasie sociale, ou la révolution. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce processus d'exclusion sacrificielle, il s'applique soit sur les migrants qui viennent, qu'on veut, soit par un retournement anthropologique au moment des révolutionnaires, sur la classe dominante, qu'on va sacrifier pour le meilleur des mondes. Et donc, en fait, le principe structural qui fait que, à chaque fois, c'est un bordel, c'est qu'on a autorisé la possibilité d'un sacrifice, ou d'un sacrifié. Donc incapables de travailler pour cause de vieillesse ou de maladie, eux, en revanche, ils auront des aides sociales. Bref, dernières idées étonnantes pour un nationaliste comme D'Annunzio, et surtout au moment d'un État qui vient à peine de se former. Dernière idée, si l'enseignement de l'italien est obligatoire, on enseigne aussi tous les idiomes locaux, toutes les langues locales, tous les idiomes locaux. Et le but est pour D'Annunzio de former l'homme libre qui exalte les belles idées humaines. Donc il y a un caractère humaniste. Et polyglotte, ce qui est encore une fois assez étonnant par rapport au processus de la création des États-nations. On est en 1919, hein, ça se finit en 1920. En 1923, il y a la fin de la guerre entre la Turquie et la Grèce, et Atatürk qui va imposer un turc artificiel sur le modèle français et éliminer les langues, les idiomes locaux. Et là, on a un type qui prend une ville poétique et qui dit il faut parler plein de langues différentes et les apprendre toutes. Bon, voilà. Encore une fois, c'est étonnant. Voilà. Voilà, je pense qu'on va... Je m'arrête sur ça et je dis juste la fin de cette histoire, c'est qu'au bout des 500 jours, parce que les accords et les discussions politiques et géopolitiques entre les différentes représentations des victoires commencent à se résoudre et qu'en fait, on n'a plus besoin d'un rapport de pression avec quelqu'un qui occupe une ville, on envoie les soldats italiens déloger Fiume. En gros, c'est des combats de rue, ça dure 5-6 jours. On appelle ça le Noël sanglant, parce que ça se passe dans la période de Noël. Et à partir de là, c'est fini de l'expérience de Fiume, et la ville sera plus tard rattachée à la Croatie, il me semble. Voilà, fin de l'expérience de Fiume. Juste une dernière chose, et après, on fait ce qu'on veut. J'ai pas dit plein de choses, mais il y a des trucs incroyables. Par exemple, ils n'avaient plus de nourriture à un moment donné, donc qu'est-ce qu'ils font ? De la piraterie. Ils organisent, ils mettent en place des bateaux de pirates qui vont piller des bateaux qui sont pris alentours, militaires, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont essayer de récupérer du blé, enfin de la nourriture pour nourrir le truc. Je veux dire, on a aussi, comme c'est une cité portuaire, on a aussi un élément d'approvisionnement de type pirate. Et puis,
assez amusant parce que les gens qui s'occupent de ça, l'espèce d'équipe de pirates, les boucaniers du commandante, sont des boucaniers, enfin des flibustiers complètement mystifiés par Gabriel D'Annunzio. Pour eux, c'est une espèce de don de Dieu sacré quand il tombe sur un bateau et qu'il le pille. Voilà. Je vais arrêter là, et pour conclure, ce que je voulais dire sur l'utopie, c'est ça. L'utopie, c'est nulle part. Et à chaque fois qu'on lit une utopie et qu'on se dit, mais peut-être ça pourrait être quelque part, on se dit, putain, c'est pas une utopie, c'est une dystopie. C'est-à-dire, c'est horrible et atroce. Donc, moi, ce que j'ai essayé de montrer avec cette expérience-là, de dire, en tout cas anecdotiquement, c'est que peut-être l'utopie, c'est ce moment où l'identification de la nature du régime dans lequel on est plus que difficile à mettre en place. Et pourquoi c'est utile ou intéressant? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a justement une ouverture sur la possibilité de fictionner la politique, de fictionner les formes sociales, et donc d'écrire des constitutions, première étape de la fiction politique réelle, et parfois d'y mettre des choses qui sont même pas en accord avec les grands processus historiques des États, tels qu'ils se développent à un moment donné. Et donc, utopie aussi parce qu'en fait, c'était plutôt un lieu, mais très temporaire, éphémère, et qu'il n'a déjà plus d'espace ni de temps. Voilà. Bref, ça c'était de la rhétorique. Voilà, on finit là-dessus. Ok. Ben voilà, il est 4h30. Ben c'est parfait. Ouais, oui. Du coup, c'était comment la vie dans cette vie? Ah ouais, putain, j'ai sauté. Alors là, on a vu la Constitution, mais comment est-ce que ça s'est fait en pratique à la fin? Parce que j'imagine à la théorie et à la pratique. Ouais. Et ouais, il y a certainement certaines personnes qui ont été leaders et qui ont fait beaucoup de choses, mais genre il y avait, je sais pas, des milliers de personnes qui habitaient cette ville. Est-ce qu'ils étaient heureux? Ou est-ce qu'ils étaient plutôt malheureux? Comment ça se passe? Les deux, et en fait, vers la fin, il y a eu une espèce d'essoufflement, de lassitude, et en fait, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que au début, c'est la liesse, les fêtes collectives, une certaine libération, les gens sont très heureux, on s'organise économiquement, politiquement, etc. On accueille les soldats, etc. Puis après, au bout d'un moment, il y a une formation d'une espèce de milice qui fait n'importe quoi parce qu'elle s'ennuie dans la ville auprès des commerçants et des gens. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. Ils en ont commencé à se sentir occupés, alors qu'au départ ils se sentaient libérés, maintenant ils se sentent occupés. Il y a une lassitude profonde, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils les ont délogés, puisque l'État, le gouvernement italien, mais aussi les Alliés, ont délogé Gabriel D'Annunzio, c'est en accroissant, en valorisant, en faisant apparaître l'insatisfaction croissante des gens et la fatigue d'avoir cette armée d'occupation chez eux. Voilà. Et ouais. Qu'est-ce qui a fasciné en fait Mussolini dans cette utopie? Parce que de ce que je comprends, si je suis Mussolini, que je suis dans la métaphore, ça, je me dis, c'est des ennemis. Est-ce que c'est uniquement la capacité d'action? Alors, déjà, il faut le voir chronologiquement. Il n'est pas encore au pouvoir, et il va utiliser le modèle, le modèle de Gabriel D'Annunzio pour organiser ses troupes, l'esthétiser, etc., pour prendre le pouvoir, pour créer les fachos, les fascistes. À ce moment-là, Mussolini, il dit des trucs comme notre seule religion, c'est la religion du chaos et de l'anarchie. Il dit l'État, à mort l'État. Il dit à mort l'État catholique, à mort l'État socialiste, à mort l'État. Donc en fait, à ce moment-là, il n'est pas en train de dire tout pour l'État, par l'État, en l'État, rien hors de l'État, et pas en train de formuler l'idée de volonté totale qui doit animer l'État et qui donne l'expression totalitarisme dans l'historiographie du fascisme. Mais si tu veux, je peux te lire un petit passage. Ah oui, elle est là, à la fin de ce passage. Un petit passage où... voilà, c'est là, où
où il est dit un peu ce qui est récupéré par Mussolini. Mussolini empruntera à D'Annunzio tout son scénario, y compris les dialogues avec la foule. C'est comme si D'Annunzio avait établi un scénario, enfin, l'utopie c'était plus une sorte de scénario, de script historique qui est rejoué par Mussolini un an plus tard. Il sait que D'Annunzio est surtout un poète qui ne pourra pas aller très loin. Il guette patiemment sa succession. D'Annunzio sera victime du plus vaste plagiat qu'on ait jamais vu. Ouvrez les guillemets. Car la conquête fasciste de l'Italie, remarque avec son habituelle finesse le comte Sforza, a été la copie la plus littérale et la moins originale du tumultueux poème que fut, pour D'Annunzio, l'aventure de Fiume. Donc en gros, voilà, dans l'hypothèse, enfin pour Angelo Tasca et pour certains observateurs, il y a un plagiat intégral du fiumismo. Après, ce qu'il a repris concrètement, il a repris la jaquette noire, il a repris le petit couteau levé en l'air, il a repris le salut... C'est un symbole du fascisme. C'est ça, il a repris le salut romain, il a repris les exordes à la foule et l'hyper-personnalisation qui, chez D'Annunzio, est carrément spontanée et naturelle parce que c'est un dandy, alors que chez Mussolini, c'est un voyou. Mussolini, c'est pas un voyou, mais c'est un type assez brutal, c'est un journaliste socialiste à la base, qui fait des coups de force, etc. Gabriele D'Annunzio, c'est un type dandy qui veut construire un spectacle de soi. Et Mussolini, il va créer un spectacle de lui et tout, mais c'est pas forcément... Avec autant de finesse. Ni de finesse, mais surtout, c'est pas forcément, disons, sa personnalité profonde, son caractère. C'est pas un truc qui émane de lui. C'est un truc qu'il emprunte comme un scénario et il se dit, mais ça marche de ouf. Oui, voilà. Il joue comme un acteur, quelque chose que Gabriel a dans le sang. Gabriele D'Annunzio, il est acteur en soi, c'est un comédien de l'existence, tandis que Mussolini, il va imiter un comédien, il va jouer celui qui joue. Et il reprend aussi l'organisation en escouade, escouadrie, etc. Et voilà. Est-ce que Et puis, oui, la marche sur... simplement, la marche elle-même sur Fiume, qu'il va faire sur Rome. Voilà. Ça répond à ta question. Ah non, c'est pas la même. Ah oui, la tienne, pardon. Et en fait, si j'ai bien compris, dans entre guillemets, les lois, les règles du fascisme, tu as dit, ils inventent un espèce de système social pour prendre en charge les démunis, c'est bien ça? Ça, c'est pas les fascistes. Ça, c'est le délire de 500 jours, de 100 jours même, parce que c'est les 100 derniers jours, de la constitution de Fiume, qui s'appelle la charte ou la régence du Carnero, et qui n'est pas du tout ce que reprend Mussolini quand il conquiert le pouvoir. Ce qu'il reprend, lui, c'est plus le décorum, l'imaginaire, les types de gestes, la scénographie, le spectacle, en fait. J'entends bien, mais ce mouvement qui a duré 500 jours était quand même à tendance fasciste. Et ils inventent des processus, entre guillemets, sociaux, qu'aujourd'hui, c'est pas le fascisme qui les reprend, mais la gauche, finalement, qui les a récupérés. Et que... En fait, c'est l'inverse. Le fascisme, il naît d'abord dans un bain de gauche victorieuse, de socialisme. Il y a la révolution russe en 1917, il y a la révolution des spartakistes en 1919, il y a des communes en Bavière, etc. Il y a un grand mouvement révolutionnaire social dans toute l'Italie, des grèves à répétition, un très très fort syndicalisme. Et en fait, les fascistes, par exemple, Mussolini, il a commencé comme socialiste dans un journal de gauche, et puis après, il est parti et il est devenu... il a formé son... En fait, la rupture avec le journal de gauche dans lequel il travaillait, c'était sur la question de l'entrée en guerre. Lui, il était on va en guerre, on défonce tout. Et les autres socialistes étaient plutôt partisans de la paix. Et sur cette rupture, en gros, ce qui va être vraiment discriminant pour définir qui était socialiste et qui
c'est avoir en fait une tendance à la guerre, au conflit, à la militarisation, à l'agression, et de se dire c'est comme ça que les choses peuvent être résolues. C'est peut-être ça le point de disjonction à cette époque plus fiable. Mais bon, en gros, c'est une trahison totale du socialisme. Hein. Mussolini, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que il vient du socialisme au départ. Mais d'un socialisme qui ne va pas arrêter de faire des embranchements qui vont le conduire à créer ce truc militarisé, complètement indifférent à tout, puis il finit par être étatiste, nationaliste, enfin qui n'a plus rien à voir avec le socialisme internationaliste. Autre truc, oui, le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un contexte où il y a un immense espoir d'émancipation qui est créé par la révolution de 1917 en Russie, et qui fait qu'il y a des soubresauts à travers tous les pays en Europe et tout, mais dans tous les autres pays, sauf à Fiume, et c'est peut-être cette synthèse bizarre qui a permis d'éviter ça, la répression est immédiatement violente et sanglante. Les Spartakis se font assassiner, ils se font tuer, ils se font écraser. Et à Fiume, l'élément de confusion doctrinale, l'élément nationaliste, les socialistes qui se mêlent et tout, et qui donneront le fascisme, a peut-être permis de les protéger justement, de durer 500, ça a permis de durer 500 jours. Quoi. Alors que les communes se sont fait écraser dans le sang, Et en fait, ce qu'on remarque dans l'histoire du 19e, 20e siècle, c'est que les mouvements ouvriers, socialistes, communistes, etc., par rapport aux mouvements plus réactionnaires, conservateurs, catholiques, ou fascistes, ou préfascistes, etc., ben, ils ont tendance à être beaucoup plus immédiatement réprimés, avec beaucoup plus de consensus de la part des élites gouvernantes, parce que, en fait, ce qui remet en question, c'est la structure même de l'organisation de la production et du capitalisme. Donc, il faut absolument les écraser tout de suite. Tandis que Fiume, c'était pas clair au début. Et la Constitution, c'était les 100 derniers jours. Et enfin, on ne savait pas ce qu'ils voulaient foutre. On pensait que pour beaucoup de gens, c'est annexer un territoire. Ça se met dans le cadre de nationalisme, de l'impérialisme. Ça ne se met pas dans le cadre de révolution bolchevique. Et en même temps, au fur et à mesure, bolchevisme latinisé, anarchisme de droite, enfin, bordel, quoi. Ouais, je voulais simplement savoir comment Gabriele D'Annunzio avait fini. Il a fini tranquillement dans une petite résidence, je ne sais plus où. Il a fait... Non, même pas. Il a fait ses vieux jours, voilà, comme un proche du fascisme, mais pas content du fascisme, qui insulte Mussolini par lettre. Voilà. Il a fini sa carrière, il a écrit ses derniers livres, et puis après, je ne sais pas comment il est mort. Ah bon? Je me souviens plus. Ah oui, c'est pas... Parce qu'il empêchait justement la proximité de Hitler et Mussolini. Il était contre le fait que l'Italie se rapproche de l'Allemagne nazie. En vrai, il a été proche du fascisme de Mussolini, mais en même temps, il le détestait, il trouvait que c'était n'importe quoi ce qu'il proposait, et surtout très peu poétique. Enfin, bon, bref. Mais oui, voilà. Bah, du coup, apparemment, il s'est fait assassiner par une personne. Mais oui, il a fini ses vieux jours dans une très très belle maison, tranquille, à écrire ses mémoires et des beaux textes sur l'expérience de Fiume, entre autres. Mais vous savez, il a presque 70 ans quand il fait Fiume. Genre, toute sa vie, elle est déjà passée, en fait. Genre, il dit même, c'est une seconde jeunesse, j'ai peur que mon corps lâche parce que mon énergie de mon âme est au-delà de mon corps, je sais pas quoi. Il dit n'importe quoi, tu vois. Donc, de toute façon, il est vieux, donc bon, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais est-ce que, en tout cas, sur la question de l'utopie, ça... Parce que c'est hyper... On n'a pas trop parlé, moi d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je voulais revenir. Avec Fiume, toi tu reviens pour nous faire repenser, d'ailleurs c'est un petit peu le titre, tant le fascisme que l'utopie et leur rapport possible dans le pragmatisme qu'ils ont. Et je trouve quand même que tu es assez simpliste, parce que c'est ce que tu trouves de fasciste dans Fiume, c'est que le fascisme de Fiume, c'est qu'il est bête, il a rien, il naît de nulle part, c'est le futurisme, c'est comment tu les appelles? Les Arditi. Arditi, c'est qu'ils se basent sur plus rien et qu'ils n'ont rien à perdre, donc
il faut y aller. Et ben, ça manque un petit peu, je pense, de profondeur sur la question du fascisme, même assumé peut-être. Et moi, ce que je voulais peut-être revenir, c'était là la question que tu nous fais repenser l'utopie dans sa possibilité pragmatique. Et c'est presque là qu'on pourrait dire que l'utopie pragmatique devient forcément fasciste à un endroit, sinon elle ne peut pas. Enfin, moi, c'était un petit peu ce que j'entendais dans ce que tu disais, sinon elle ne pourrait pas naître. Si elle n'est pas fasciste, si elle n'est pas à quelque part, justement, soit née de nulle part, soit née d'un jusqu'au boutisme absolu, d'une ferveur qui ne se base pas sur une rationalité, qui ne se base pas sur quelque chose, justement, qui se remet en question perpétuellement, alors elle ne peut pas exister. C'est peut-être un petit peu c'est ce que j'entendais un petit peu dans ce que tu disais. Et après, sur le fascisme, c'est juste que voilà. C'est pas des questions. Moi, par rapport à la lecture d'hier oui. Du bonhomme, là. Et dans sa lecture à lui, finalement, le truc au top, c'était le jardinage. Et là, pour le coup, l'utopie, c'est plutôt la guerre. Il fallait autant être actif, voilà, le meilleur dans le jardinage, machin truc, et le truc similaire dans le fascisme, c'est impérativement, oui, aller oui, monter des guerres, aller se battre, tu vois ce que je veux dire, dans l'espèce de voilà. Mais enfin, là-dessus, hier, c'était la guerre dans le jardinage. Oui, mais ça reste quand même des fleurs, je veux dire, or que là, c'est vraiment aller fracasser du monde. Ouais, mais la dimension qui était belle là-dedans, c'était, enfin, sur le jardinage, ce dont on faisait l'éloge, c'était la propension guerrière. De même que là, ici, j'ai l'impression que certains fascistes, ce dont ils font l'éloge, c'est aussi le caractère belliqueux, agressif, etc. Donc en fait, c'est la même pulsion dont on parle. Oui, mais exprimé autrement, enfin, voilà, il vaut mieux se battre avec des fleurs que... Enfin, je trouve en tout cas que c'est bien que ça soit parallèle, le truc est de se battre pour quelque chose. D'un côté, ça reste quand même, voilà, la couleur, les formes, machin, ça reste gentil, même si derrière, effectivement, il y a une haine ou une rage de vouloir dominer le village ou le quartier d'à côté. Là, c'est vraiment... Hier, j'avais l'impression que c'était plutôt de l'abondance de la bataille. Le fait qu'à travers la bataille, du coup, ils avaient de l'abondance. Le but, finalement, pour, entre guillemets, obnubiler le psychisme, d'un côté, c'est les fleurs et... Voilà, c'est... Et appeler ça une utopie, tu vois ce que je veux dire? C'est deux trucs qui sont... Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est... Est-ce que j'en ai un peu compris? Est-ce que c'est pas le fait l'utopie, ça vient du chaos? Des trucs qui sont complètement... qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et puis en fait qui forment quelque chose. En fait, c'est un peu l'idée, enfin c'est l'idée que je voulais défendre. Ce que je voulais défendre, c'est l'utopie réelle, qui existe, elle est elle n'est pas identifiable. C'est-à-dire, elle n'a pas une identité, on ne peut pas la penser ou la décrire depuis simplement un principe qui serait le principe premier et depuis lequel tout le reste pouvait être compris de manière cohérente, sans contradiction ou sans inconsistance. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec Fiume, on a quoi? On a une ville qui n'appartient à personne, puisqu'elle est contestée d'un point de vue géopolitique mondial. Une ville qui appartenait à un ancien empire qui s'effondre après la guerre. Donc en fait, la ville, elle est nulle part d'un point de vue géopolitique. Et c'est justement pour ça que des gens peuvent la revendiquer, d'une part. Mais elle est effectivement, concrètement, matériellement, géographiquement quelque part. Mais elle est nulle part au niveau des systèmes juridiques mondiaux, du droit international, elle est nulle part au niveau des questions nationales et tout ça. Donc c'est déjà intéressant parce qu'elle a ce statut, au moins au point de vue du droit, d'utopie, d'être un lieu qui n'a pas de lieu, quoi. Premièrement. Donc on ne peut pas identifier où est Fiume au moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas quelque part géographiquement et tout, mais juste si on prend une carte et qu'on va vers Fiume au moment où va Gabriele D'Annunzio, il regarde déjà une carte qui ne décrit pas quelque chose d'existant.
parce que justement l'ordre international a changé et donc la carte, elle n'est pas à l'heure du jour. Et la nouvelle carte n'a pas encore été dessinée. Donc déjà, on a une ville qui se situe dans une configuration géopolitique qui concrètement peut être considérée comme d'abord utopique au sens où elle n'a plus aucun statut dans sa configuration, à quoi on la rattache pour l'identifier, quoi. Donc premier élément de l'utopie réelle, c'est peut-être qu'elle ne peut pas être trouvée du point de vue de lieux qui sont déjà engagés dans un État ou identifiés comme ça. Et d'ailleurs, la plupart des utopies qui ont des socialismes utopiques ou des utopies coloniales, c'est toujours dans des moments où on est à la frontière. Genre, par exemple, une ville utopique coloniale, fantasmée, elle n'est pas dans un territoire qui est déjà possédé, elle est là pour posséder un territoire dans un rapport à un empire, et elle est toujours à la limite. Et donc, premier élément... En fait, je fais un exercice qui a l'air débile, enfin, qui est littéralement bête. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un lieu qui est né nulle part, quoi ? Et qui n'est... Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est réellement un lieu qui n'est nulle part ? Alors là, je dis, c'est d'abord un lieu qui est nulle part du point de vue du droit international, dans un moment. Ensuite, le deuxième élément, idéologiquement. Qu'est-ce qui fait que... Quelle est l'idéologie qui règne primitivement à Fiume ? Est-ce qu'on vit sous le communisme, ou est-ce qu'on bolchevique, ou est-ce qu'on vit sous le futur fascisme, ou dans le catholicisme Et en fait, on vit dans une hybridation quasi festive et hétérogène de traditions qui n'arrêtent pas de changer, qui essayent de s'écrire mais qui ne s'écrivent pas. Et donc là, c'est un deuxième élément du nulle part, c'est que d'un côté, les gens disent en fait on va faire un truc parce qu'on n'a plus de passé, de l'autre, en fait, les références qu'ils mettent en œuvre, c'est des références mythologiques qui viennent ou folkloriques qui viennent du passé, comme le Vaté, par exemple, l'oracle, ou comme l'idée de la corporation des muses, ou enfin des choses comme ça. Et en fait, en gros, mon intention, encore une fois, c'était un peu improvisé et tout, c'est d'essayer de définir une utopie qui existerait en tant qu'utopie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, littéralement, comment on peut énoncer ça, de dire, il y a des utopies, elles existent, en tant que, de sa définition, c'est d'être un lieu qui est un non-lieu, qui n'est pas quelque part. Derrière, il y a l'idée d'une critique de l'utopie qui serait fondée sur une logique identitaire. C'est-à-dire la logique de une utopie, c'est les utopiens. On pourrait nommer les utopiens. Par exemple, on pourrait dire, il y a les utopiens, on a l'identité utopienne, voici les critères de notre identité. Et du coup, moi, ce que j'essaie de penser, mais de manière complètement chaotique, parce que j'ai eu des problèmes ces 3 derniers jours qui m'ont empêché d'écrire vraiment un truc, c'est ça. C'est genre, littéralement, est-ce qu'une utopie, c'est réel, ça a un sens ou pas ? Et au début, ça n'a pas de sens. On a l'impression qu'on est juste face à de l'incohérence, de la contradiction, de la confusion. Mais plus on approfondit, plus on voit qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui se dégage, qui permet du commun dans des tensions qui, normalement, ne se rencontrent pas. Qu'un syndicaliste anarchiste, révolutionnaire, soit le meilleur pote d'un nationaliste irrédentiste poète, que les gens qui vont adorer Fiume, c'est les dadaïstes, les surréalistes français, qui sont des surréalistes liés aux antifascistes, au collège de sociologie de Georges Bataille, qui sont littéralement antifascistes, et qui d'ailleurs, eux, essayent de faire de Nietzsche un antifasciste, alors qu'à l'époque, c'est l'apanage du fascisme, que dans le même espace, on puisse avoir Albert Londres, complètement fasciné, Malatesta, qui est donc un anarchiste, qui va dire « Waouh, mais c'est incroyable cette expérience !» Et Mussolini qui va dire de cette expérience, on peut tirer quelque chose de génial pour le fascisme, et qui va inspirer dans ses modalités de conquête, etc. C'est ça qui me fait dire on est dans une utopie réelle. Et deuxième point, en fait, ce que j'ai pas fait et que je voulais faire, c'était dissocier 2 niveaux. Le niveau de la conquête d'une ville, du maintien d'une ville, de la possession d'une ville, et le niveau de la question des idées, des idéologies, etc. Mais ça, je ne l'ai pas fait, je n'entre pas dedans, mais juste pour dire que en fait, peut-être que ce qu'a repris Mussolini en liquidant les idées, c'est le spectacle et la technique militaire, c'est disons les stratagèmes qui permettent à D'Annunzio d'acquérir
de prendre une ville et de la maintenir. Ce qu'il reprend, c'est pas quelque chose de l'ordre d'idées directrices, mais ce qu'il reprend, c'est le genre du spectacle, du scénario, du décorum, de la technique. En fait, tu dis qu'il y a une confusion entre un truc un peu fasciste et un truc un peu anarchiste, pour dire pour les deux pôles, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a, c'est qu'il y a surtout le côté anarchiste, et il y a 2-3 trucs que le fascisme a quitté, mais en fait, pas tant que ça. Alors, il y a le côté propagande, tu as parlé du côté militaire, donc ce qui ressort, c'est surtout le côté libertaire, et surtout le côté anarchiste. Et si on entre dans le détail, il y a plein d'éléments communs avec le fascisme, avec quelques points de vue de Mussolini dans cette période du temps historique où il voit Fiume et où il en est jaloux et exalté à la fois, et en même temps il trouve que c'est vain parce qu'un poète ne peut pas conquérir le pouvoir, lui il veut le pouvoir, donc il est prêt à toute opportunité pour le prendre, bon, bref. Mais il y a quand même plein de trucs qui sont d'accord, par exemple, sur le fait que la guerre c'est le principe de la vitalité. C'était plutôt que le fascisme lui-même, c'est déjà un truc bizarre. Mais en fait, est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas, des royalistes ou des trucs comme ça qui ont aimé l'expérience de Fiume? Oui, c'est ça, c'était assez consensuel. Enfin, les royalistes, ils ont aimé le Fiume aussi? Ouais, attends, tu veux dire les loyalistes de... Royalistes. Ouais, donc, ceux qui sont loyaux à la forme monarchique. Tu vois, tu dis qu'il y en a plein dans tous les sens, mais en fait, à part les anarchistes et les fascistes, dans leur bizarrerie, avant d'être vraiment fascistes, qui d'autre a aimé cette expérience-là? En gros, c'est des gens, déjà, c'est des individualités, mais qui appartiennent à plein d'ordres sociaux, idéologiques différents. Et tu as des vieux prêtres qui s'en foutent, qui cessent d'être religieux, qui y vont. Tu as des fous qui y vont. Tu as des anciens militaires arditi, des bras cassés, mais aussi des gens décorés pendant la guerre. Et tu as plein de poètes et plein d'écrivains, plein d'intellectuels qui y vont, de plusieurs socialistes, anarchistes, ou des intellectuels catholiques, ou nationalistes. Enfin, en fait, ça marche bien, cette espèce de pot pourri, parce qu'il y a un côté nationaliste qui séduit donc les nationalistes, et il y a un côté annexionniste donc, qui séduit les impérialistes, il y a un côté guerrier qui séduit un peu toute la société qui s'est reconfigurée par rapport à la guerre, il y a un côté enthousiasmant, à un moment où on se fait chier, où il n'y a plus à manger, où il y a crise économique, etc. Puis il y a un côté aussi peut-être alternatif aux grèves incessantes des socialistes et aux luttes prolétariennes, une autre forme. Je ne sais pas s'il y a des royalistes, puisque je ne sais pas mais il y en a probablement. De fait, Gabriel D'Annunzio, d'ailleurs, il enlève le mot république et il met régence, parce que probablement il est en partie d'accord avec l'idée qu'il faut que ce soit une monarchie, l'Italie. Mais bon, on s'arrête là ou... Ouais. C'est moi.